Merci beaucoup, merci à vous Marthe, merci à vous tous qui êtes une fois de plus présents à un séminaire que j'ai le plaisir d'animer ici à Aix-en-Provence. Merci pour l'année que j'ai pu passer avec vous, même si ma présence était intermittente. J'ai profité d'échanges toujours extrêmement féconds, extrêmement stimulants avec les membres du CERIC et plus généralement de l'UMR. Du 10 à Aix-Marseille. Alors aujourd'hui, je ne présenterai pas une restitution de l'ensemble de mon travail de recherche, puisque le projet n'est pas totalement achevé, mais j'essaierai de mettre en lumière des réflexions et des interrogations qui se situent à la croisée de ce travail, donc qui reste en cours, sur le pouvoir en mouvement, la contribution du droit international à la circulation et à la refondation du pouvoir à l'ère globale, et d'un autre projet qui, pour le coup, est achevé, que j'ai eu le plaisir de conduire avec Paolo Palchetti, Emmanuel Castellarin et des collègues de différentes disciplines et de différentes origines nationales, pour le compte de l'International Law Association, dont la branche française organise le 150e anniversaire en 2023 et qui nous a demandé de rédiger un livre blanc sur le multilatéralisme et la gouvernance mondiale à l'horizon 2050. Vous savez bien sûr que d'autres livres blancs sur d'autres thèmes ont été publiés et mis en ligne, dont un a notamment été coordonné par Sandrine Maljean-Dubois sur l'Anthropocène. Enfin, les réflexions que je partagerai avec vous aujourd'hui se projettent avec prudence vers une contribution que je dois aux travaux de Samantha Besson sur la représentation démocratique dans et par les organisations internationales. J'ai rassemblé ces réflexions sous un titre qui peut sembler un peu énigmatique, « Relégitimer le pouvoir dans les structures de gouvernance internationalisées ». Et en choisissant ce titre, j'ai pris un certain risque, puisqu'il assemble des notions, la légitimité, le pouvoir, la gouvernance, qui ne passent pas toutes pour pertinentes en droit, et même pour certains, comme la gouvernance, qui ont le don d'hérisser un certain nombre de mes collègues. Une rapide clarification s'impose donc, d'abord sur ce que j'appelle les structures de gouvernance internationalisée, qui désignent des agencements institutionnels propices à une action au-delà des États, à travers les frontières, au-delà des frontières nationales, à travers les frontières. On l'a déjà vu, mais comme le public s'est élargi par Zoom, je le rappelle, les États s'insèrent dans la gouvernance internationalisée aux côtés d'institutions de nature variée, pas seulement des institutions intergouvernementales, mais aussi des institutions hybrides, des institutions internationales privées, des entités privées auxquelles les États abandonnent un certain nombre de prérogatives qui parfois ressemblent fort à des prérogatives de puissance publique. On peut ajouter à la liste encore des structures institutionnelles légères qui sont destinées au suivi et à l'interprétation d'accords internationaux comme le CETA ou d'autres structures légères qui officient comme organes d'impulsion ou organes de coordination à l'échelle internationale comme le G7 ou le G20. Les rapports juridiques dans la gouvernance internationalisée sont caractérisés par une combinaison de multilatéralisme et d'unilatéralisme, de rapports bilatéraux, bilatéralisés, de rapports multilatéraux, de mesures contraignantes en droit et d'autres qui sont contraignantes en fait, d'incitation, de suivi, de contrôle, parfois de sanctions. Mais à cela s'ajoutent bien sûr les mesures nationales adoptées par les États pour la mise en œuvre des politiques prescrites ou encouragées, des mesures édictées, mesures nationales qui sont adoptées avec ou sans marge nationale d'appréciation. Chaque ensemble formé par une institution internationale au moins et ses États membres dessine une structure de gouvernance internationalisée dont les composantes ont elles-mêmes des relations plus ou moins étroites, plus ou moins formalisées avec d'autres structures et leurs composantes. Le système est polycentrique,
il n'est pas suffisamment hiérarchisé ni coordonné pour que l'on puisse, à bon droit, le qualifier de global, en tous les cas au sens que cet adjectif prend en français. Le pouvoir. Alors, le pouvoir au sein de chaque structure de gouvernance internationalisée reste généralement un pouvoir étatique si l'on entend par pouvoir seulement le pouvoir de contraindre, voire seulement le pouvoir ultime d'imposer par la force l'exécution d'une décision, d'une règle ou d'un jugement. On sait qu'un pouvoir d'une telle nature n'est que très rarement confié à des institutions internationales. Mais si on entend le pouvoir dans un sens beaucoup plus large, au sens de capacité d'action sur les actions des autres, un sens qui se rapproche de celui que lui conférait Foucault, ou comme la capacité à conditionner des comportements sans nécessairement les imposer par des normes contraignantes assorties de sanctions juridiques ou de mesures de coercition, alors le pouvoir, en ce sens-là, peut se trouver du côté des États, bien sûr, mais se trouve aussi très couramment du côté d'institutions internationales et en particulier d'institutions intergouvernementales. On peut penser à l'OCDE, dont le pouvoir normatif ne s'exerce pas principalement par des instruments normatifs contraignants. On peut penser à la technique des listes noires maniée par le GAFI. On peut penser au pouvoir de l'Organisation mondiale de la santé, le pouvoir normatif qui passe en grande partie par des recommandations qui ne contraignent pas par nature les États, mais qui conditionnent quand même fortement leur politique de santé publique, y compris en phase de pandémie, ne serait-ce que parce que ces recommandations, même si elles sont discutées, constituent les termes de référence, de l'appréciation des mesures nationales déclinées face à une pandémie. Les États exercent finalement ordinairement leur pouvoir au sein de structures de gouvernance internationalisées qui conditionnent largement leurs actions, en plus de contraindre formellement et juridiquement certaines de leurs actions. Si l'on se désintéresse de ce pouvoir de conditionnement pour se concentrer seulement sur le pouvoir de contraindre et seulement sur les éventuelles atteintes aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, à mon avis, on ne saisit pas tous les enjeux de la gouvernance internationalisée. J'avais eu l'occasion, notamment à travers des schémas, de mettre en lumière que les structures de gouvernance internationalisée ne se réduisent pas à une relation d'appartenance de l'État à une organisation internationale. Elles procèdent en réalité d'un emboîtement entre les organes étatiques et des organes en dehors de l'État, notamment des organes d'institutions internationales. L'organisation internationale participe à l'élaboration des politiques publiques de l'État et à leur suivi également. Par ailleurs, l'internationalisation de la gouvernance a des incidences sur l'équilibre des pouvoirs dans l'État et la distribution des grandes fonctions normatives, juridictionnelles, coercitives dans l'État. Et enfin, les organes de l'État agissent au sein de ce que j'avais appelé, vous vous en souvenez peut-être, des agencements institutionnels transverses qui laissent apparaître des contre-pouvoirs en dehors de l'État. Dernière observation pour clarifier deux des notions du titre. Je n'utilise pas du tout la notion de gouvernance par préférence idéologique ou pour chasser celle de gouvernement, comme on le fait parfois quand on utilise la formule célèbre de Rosenau et Champiel, governance without government. Il s'agit ici non pas d'éliminer la dimension verticale, hétéronormatrice, coercitive du pouvoir, mais simplement, encore une fois, de souligner que l'action sur les actions d'autrui s'exerce suivant des modalités très variées, que ce soit au niveau des institutions internationales ou au niveau de l'État. Quant à la légitimité maintenant, il faut commencer par la légitimité des juristes, à parler de la légitimité des institutions internationales et plus généralement du pouvoir. Si on définit la légitimité du point de vue des assujettis au pouvoir comme la croyance dans la justesse, la justice, la moralité du pouvoir, ou la croyance dans la conformité du pouvoir à un ensemble de valeurs, eh bien la légitimité paraît s'enraciner en dehors du droit. Si on définit la légitimité du point de vue des détenteurs du pouvoir comme la capacité d'être obéi
sans avoir recours à la coercition ou à la sanction, eh bien, la légitimité est un attribut du pouvoir distinct des prérogatives juridiques qui leur sont reconnues. Donc soit la légitimité fusionne avec la légalité, soit la légitimité du pouvoir reste hors de portée des juristes, en tous les cas d'obédience positiviste. Et s'ils s'aventurent à évaluer le pouvoir ou la légitimité du pouvoir à l'aune de valeurs contingentes, ils s'aventurent sur un terrain sur lequel la science du droit, en réalité, ne peut rien apporter. Mais peut-être que la distinction entre le registre de la légalité et le registre de la légitimité est moins tranchée que cela, sans être pour autant abolie. En réalité, je crois que la légitimité n'est pas étrangère au droit pour toute une série de raisons qui sont bien connues. La légitimité des institutions considérées une à une ou des structures de pouvoir s'acquiert, se construit par les moyens du droit. On pense aux règles de compétence, de composition des organes, de décision, qui elles-mêmes reflètent des principes de légitimité. Principes démocratiques, principes de séparation des pouvoirs, respect des droits fondamentaux. La légitimité se maintient ensuite par la capacité des institutions à atteindre leurs objectifs à moindre frais, je dirais, donc sans avoir à contraindre ni à sanctionner. Et puis enfin, la légitimité est certainement soutenue par la manière d'exercer le pouvoir, le choix opéré entre différentes possibilités légales, le discernement des détenteurs du pouvoir. Donc pour reprendre une formule de Claude Klein, la légitimité n'est pas une notion de pur droit positif, mais elle remplit bien une fonction juridique. Les juristes ne sont pas les seuls à pouvoir l'appréhender, mais ils ont certains titres à le faire, et ils le font en recherchant des standards normatifs pour apprécier la légitimité des institutions, du pouvoir, de l'autorité exercée. Alors pour aujourd'hui, et je continue de restreindre l'ampleur du propos, je me bornerai à envisager la légitimité des institutions intergouvernementales à vocation universelle ou interrégionale et des structures de gouvernance institutionnalisée qui se dessinent autour d'elles. La question de la légitimité des institutions intergouvernementales et des structures de gouvernance internationalisées n'est évidemment pas nouvelle. Elle a connu un fort regain à partir des années 1990-2000, dans un contexte plus général de développement de travaux sur la légitimité du droit international, abordé sous l'angle sociologique et d'un point de vue normatif. Pour être un peu synthétique, et parce que vous connaissez ces éléments, je dirais que le rebond du débat sur la légitimité des organisations internationales s'est inscrit dès ces années-là dans un moment assez ambigu. Alors, d'un côté, les institutions internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, se dotent d'agendas de démocratisation interne et développe tout un discours et des programmes en faveur de la démocratisation des États. Mais cela se fait sans consensus au plan universel sur ce qu'est la démocratie. Par ailleurs, ce tournant des institutions internationales s'opère à un moment où la démocratie, y compris sur son versant interne, connaît de vifs débats qui opposent des modèles, modèles représentatifs, modèles délibératifs, modèles participatifs. Le regain d'intérêt pour la légitimité des institutions internationales et de la gouvernance internationalisée intervient également à un moment où les institutions internationales ont retrouvé, à la faveur d'un contexte politique, la capacité d'agir et s'avèrent détenir plus de pouvoir, de contraintes ou de conditionnements qu'on ne le pensait ou qu'elles n'en avaient jamais eu, en tous les cas dans la période d'après-guerre. Et on a déjà un peu de recul pour apprécier une possible dérive de la légitimité. Je reprends là l'expression d'un politiste, Stephen, en 2018.
Une dérive de la légitimité qui pourrait résulter de 3 facteurs: la difficulté à tenir des promesses, la difficulté à se conformer à ses propres principes ou à des principes émergents dans l'environnement de l'organisation internationale, et la capacité à répondre aux attentes de collectivité, aux attentes de communauté, qui justement vont en s'élargissant et ne se limitent plus à la communauté interétatique, à la collectivité des États membres sous-jacente à l'institution internationale. Le débat sur la légitimité des institutions internationales n'a jamais tari, et il prend depuis quelques années, et ces derniers mois plus encore, une tonalité tout à fait dramatique. La gouvernance internationalisée est dite délégitimée. Après avoir évidé les démocraties nationales, et plus généralement le pouvoir étatique, elle serait atteinte par l'érosion de la légitimité des institutions internationales et le rejet du projet même de gouvernance internationalisée. Elle est enfin dénoncée avec une force renouvelée comme étant un prolongement de l'entreprise coloniale. Beaucoup de doutes sont donc émis, y compris du côté de défenseurs traditionnels du multilatéralisme institutionnalisé, sur la légitimité du pouvoir dans la gouvernance internationalisée. Alors il faut dire, en empruntant une belle formule du professeur Mongouin, que même hors période de tension aiguë, la pensée de la légitimité, c'est une pensée de l'anxiété, et que l'anxiété est peut-être consubstantielle aux institutions internationales. En effet, elles sont une concrétisation du multilatéralisme, c'est-à-dire d'un pari, un pari sur l'aptitude des États à dépasser la sauvegarde de ce qu'ils perçoivent comme leur intérêt exclusif et parfois immédiat, par des voies unilatérales, pour se découvrir ou bien des intérêts supérieurs communs, ou bien des intérêts propres, certes, mais partagés et qui sont mieux servis par des voies coopératives. Le multilatéralisme, c'est une méthode, mais c'est donc aussi une croyance, et Guillaume Devin, encore un politiste, le dit très bien. Outre ses bénéfices systémiques, le multilatéralisme ne peut fonctionner durablement que s'il est fondé sur cette croyance selon laquelle, en jouant ensemble, le jeu est positif pour tous, même relativement, chacun ne tirant pas les mêmes avantages du système multilatéral au même moment. Mon propos s'inscrit dans une phase, donc, je dirais, de doute très aigu sur la légitimité du pouvoir dans la gouvernance internationalisée et la légitimité des institutions intergouvernementales en particulier. Mais je ne vais pas tenter d'esquisser un régime démocratique universel ou multiniveau. Un colloque se tiendra bientôt à Paris 1, en association, je crois, avec des collègues de Paris 2, sur la démocratisation de l'espace mondial et la possible émergence d'un droit de chacun de participer aux affaires internationales. Je crois que cette quête cosmopolitique est passionnante et qu'elle mérite tous les efforts intellectuels qu'on lui consacre, indépendamment d'un contexte politique qui est plutôt défavorable. Je crois en effet sincèrement que c'est l'une des fonctions de l'université de s'accorder le temps et le droit de penser en avance sur ce que les États et même leurs peuples sont en mesure d'envisager ou de désirer. Mais pour ma part, je serais beaucoup plus modeste et j'essaierai de trouver d'envisager, disons plutôt, une voie médiane qui permette d'améliorer la légitimité des structures de gouvernance internationalisées en tenant compte de contraintes politiques et de contraintes institutionnelles qui sont aujourd'hui très, très fortes. Cela ne signifie évidemment pas que politiquement, et non pas en juriste, je ne puisse pas désirer davantage et des réformes de plus grande ampleur. Si l'on épouse une approche strictement volontariste, l'égale souveraineté des États implique que la légitimité fusionne avec l'expression de la volonté de l'État. Alors les institutions internationales ou intergouvernementales ici et leur processus décisionnel sont nécessairement, à moins d'une règle spéciale, étrangers à la logique démocratique. Mais dans le fond, ça n'est pas très grave parce que les États qui ont fait de la démocratie le pivot de la légitimité du pouvoir en leur sein
eh bien, pourront considérer que les institutions auxquelles ils appartiennent sont légitimées simplement par leur consentement initial et puis les votes et les déclarations de représentants d'État qui s'adossent à des procédures internes de légitimation démocratique. Ce dualisme institutionnel, la démocratie dedans parfois, mais pas dans les institutions internationales, présente un double avantage. Le principe de légitimité exclusif, hein, c'est celui donc du consentement et il est neutre, si bien qu'on peut associer dans des institutions internationales des États démocratiques et d'autres qui ne le sont pas, ou des États qui ne comprennent pas la démocratie de la même manière. Et l'autre avantage, c'est que la contestation politique des institutions internationales est déconnectée de l'acceptation de la validité et des effets de leurs actes. Mais évidemment, cette manière de voir présente également des biais qui sont tout aussi certains. En premier lieu, que ce soit délibéré ou pas, ce principe unique de légitimité dissimule sous des apparences de neutralité des pouvoirs de veto et un système tout à fait oligarchique dans certaines institutions internationales. Par ailleurs, ce principe de légitimité n'est probablement plus adapté à une phase d'institutionnalisation des modes de production du droit international, caractérisée notamment par le recours à la majorité, y compris dans des organes restreints, caractérisée également par l'autonomisation de l'action internationale de l'exécutif, la déformalisation des processus de formation du droit international, ou encore la multiplication de clubs qui produisent des normes qui finissent par s'imposer à des États tiers qui n'ont pas consenti. Alors, tout à l'opposé de cette manière de voir, des approches très critiques de la gouvernance internationalisée lui dénient toute légitimité pour la raison que j'ai énoncée rapidement. Elle est fondamentalement oligarchique, qu'elle soit strictement interétatique, intergouvernementale, ou qu'elle soit multipartite. Le remède, le seul remède à ce biais, c'est de permettre aux États dominés de s'extraire du système international et de restaurer la légitimité du pouvoir exclusif de l'État sur son territoire. Là, on reconnaît très rapidement résumé des thèses qui sont chères, par exemple, à Chimny. Mais un tel programme, s'il a sans doute certaines vertus et un certain écho, ne permet évidemment pas d'envisager les conditions de participation à la production de biens publics mondiaux ou à leur préservation. Suivant une approche institutionnaliste, qui est plutôt la mienne et celle de beaucoup de juristes qui travaillent sur les organisations internationales aujourd'hui, la légitimité des institutions internationales s'apprécie à l'épreuve de standards normatifs. Je veux dire par là que les principes de légitimité valant pour les institutions internationales tirent leur substance de la combinaison des caractères propres des institutions internationales et de principes ou d'attentes qui se diffusent dans l'environnement des institutions internationales. Alors, on retrouve dans ce standard normatif, bien sûr, le consentement de l'État, indispensable, mais pas suffisant pour les raisons que j'ai déjà évoquées rapidement. Un autre présupposé commun est que les institutions internationales tirent leur légitimité de leur finalité et des fonctions qui leur sont attribuées. Alors là, on va trouver un écho à la fois des espérances placées dans les institutions internationales et de manière peut-être moins axiologiquement marquée d'une approche fonctionnaliste des institutions internationales. Le domaine dans lequel l'institution internationale peut légalement agir est voué à s'étendre par référence aux nécessités fonctionnelles et à la légitimité qu'elle tire de ses buts. Mais on connaît bien les limites de ce principe. Les fins constituent à la fois la base et les limites de l'action de l'organisation internationale. Et ce principe de légitimation, de légitimité, peut entrer en contradiction avec le principe du consentement, qui est lui aussi un principe de légitimité de l'institution internationale. L'autre limite a été bien mise en évidence par Jan Klabers, la focalisation sur les fins occulte la question de la légitimation du pouvoir des institutions internationales par le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et plus généralement par le respect des droits des tiers.
Mais en plus du consentement et de la légitimité, des finalités, la légitimité procède également de la représentativité des institutions internationales qui apparaît comme un facteur majeur de leur légitimation. Alors, plusieurs constats sont très largement partagés et j'ai presque des réticences à vous les rappeler. Si l'institution internationale est une institution interétatique, elle doit donner voix à chaque membre et tire sa légitimité de la représentativité des organes intergouvernementaux, mais qui elle-même peut se définir par rapport à la sociologie de la collectivité des États sous-jacents ou sous-jacentes, ou par rapport à l'égalité entre États souverains, ou par rapport aux intérêts des États, aux intérêts pour l'organisation de retenir certains États. Bon, les États peuvent consentir à tout, mais les juristes ne peuvent que constater que les privilèges de représentation passent aujourd'hui pour encore valides, oui, mais plus pour légitimes dans la communauté des États eux-mêmes. Mais si l'institution internationale est intergouvernementale jusque dans sa structure de décision, elle tire aussi sa légitimité de ce qu'elle peut s'appuyer sur un appareil d'organes intégrés dans lequel siègent des fonctionnaires internationaux ou des experts qui n'obéissent à aucune autorité extérieure à l'organisation, en principe, mais qui ne doivent pas être totalement étrangers à la société des États sous-jacentes. La légitimation par l'indépendance et l'expertise est fragile en raison évidemment des stratégies d'influence des États, des conflits d'intérêts réels ou supposés, des experts et des fonctionnaires, et elle est ambivalente. Alors certes, elle contrebalance le poids de l'intergouvernementalisme dans l'institution internationale, mais elle est soupçonnée de nourrir la dépolitisation des questions dont les institutions internationales ont à traiter, alors même qu'il s'agit de questions fondamentalement politiques. La combinaison de ces principes de légitimité ne suffit pas ou n'est pas apparue suffisante parce que dans le fond, elle aboutit, au-delà de ses vertus, aussi à un cumul de biais de représentativité. Alors pour sortir de ce dilemme, les institutions internationales elles-mêmes et la doctrine ont privilégié la recherche du consensus, qui peut se faire au prix de l'efficacité de l'institution internationale, et la recherche de l'ouverture aux organisations de la société civile, et puis, et je marque bien la distinction, aux acteurs de marché, qui ne relèvent pas, me semble-t-il, de la société civile. Tout cela suivant des formules pas toujours formalisées et parfois assez opaques. Aux trois principes fondamentaux, en fait, de légitimité des institutions internationales, la doctrine en a ajouté d'autres que j'appellerais presque des principes de légitimité compensatoire ou complémentaire. Donc la légitimation par l'association des parties prenantes, dont on a finalement discuter à la fois les apports et les biais, jusqu'à remettre en cause la représentativité des organisations non gouvernementales impliquées dans la vie des institutions internationales, et au nom de la démocratisation de ces institutions, jusqu'à encourager par le discours de la doctrine, par la pratique des institutions internationales, la participation d'ONG représentatives des most affected people, des most affected persons, des personnes qui sont les plus affectées par les mesures prises ou encouragées par les institutions internationales. De quelque manière qu'on envisage, la relégitimation par la participation de la société civile a potentiellement été contrariée par les incidences de la pénétration d'intérêts privés de marché dans les institutions internationales, suivant des stratégies d'entrisme, de lobbying, mais aussi de partenariat encouragés par les institutions internationales. Un autre principe de légitimité compensatoire ou complémentaire a été recherché du côté de la reddition de comptes, de l'accountability, qui est un pâle substitut à la responsabilité de l'organisation internationale, mais aussi du côté de l'efficacité de l'institution internationale, susceptible peut-être de racheter certains déficits de légitimité sur d'autres plans.
Alors vous remarquerez que dans ce recensement, je n'ai pas beaucoup parlé ou même pas, de légitimité démocratique des institutions internationales, ni à l'inverse de déficit de légitimité démocratique, parce que les institutions internationales ont été établies pour agir pour les peuples en leur nom, mais pas par eux directement, et parce que il ne semble pas exister à ce jour de principe de légitimité démocratique de toute institution publique en droit international public. Il n'en existe pas de principe universel, me semble-t-il. Alors, que peut bien apporter maintenant la recherche de la légitimité à l'échelle de l'ensemble formé par les institutions internationales et leurs États membres, à l'échelle de la structure de gouvernance internationalisée, si vous préférez. On peut envisager deux grands types d'approches. La première approche, est de type unitaire et constitutionnaliste. Les propriétés du pouvoir recherchées au niveau de l'État doivent se retrouver dans les institutions internationales, qu'il s'agisse du respect des droits fondamentaux de la personne ou de la légitimation démocratique. Suivant une approche non plus constitutionnaliste et qui tend vers l'unité des principes de légitimité, mais de type plutôt pluraliste, bien sûr, la légitimité du pouvoir dans les structures de gouvernance internationalisées doit être acquise par le respect des règles de droit, a fortiori lorsque les institutions internationales entrent en contact direct avec des personnes privées et exercent sur elles un pouvoir. S'il n'y a pas de système de contrôle de légalité à l'échelle de l'institution internationale, il incombe probablement aux juridictions nationales d'exercer un contrôle propre à assurer le respect des droits fondamentaux au stade de l'exécution du droit dérivé par des actes étatiques. Mais pour le surplus, la légitimation du pouvoir dans ces structures de gouvernance internationalisées ne doit pas nécessairement être envisagée suivant le modèle de la légitimation du pouvoir de l'État. Ces institutions internationales qui constituent donc le noyau de la gouvernance internationalisée sont des entités particulières, complexes, à structure non homogène, comme on l'a vu rapidement. On peut bien sûr discuter l'équilibre de ces principes, l'équilibre des différents pouvoirs à l'intérieur de l'institution internationale, mais il n'est pas évident qu'il faille tenter de raccorder le système de légitimation à un principe de légitimité unique et absolue qui serait la légitimité démocratique. Cela posé, la légitimité du pouvoir dans les structures de gouvernance internationalisées doit être pensée en fonction de l'interaction entre des entités de nature différente, États, institutions internationales et éventuellement, on l'a vu, acteurs privés. Alors, on a beaucoup insisté dans le discours doctrinal et public sur ce que la gouvernance internationalisée retire aux États démocratiques. Mais je crois qu'il est important aussi de rappeler ce que la gouvernance internationalisée, le multilatéralisme, peut apporter, selon l'expression de Keohane. Le multilatéralisme, s'il présente certaines propriétés, peut bonifier la démocratie. En effet, il permet de corriger certains biais des processus de décision démocratique dans un cadre strictement national, en compensant le pouvoir d'influence de certains intérêts ou l'indifférence à d'autres classes d'intérêts ou parfois à d'autres intérêts de classe. Il permet aussi de faire connaître les externalités négatives des politiques envisagées au plan national. Comment ? Bien, grâce à l'expertise de l'institution internationale, grâce à la voix accordée aux organisations de la société civile et bien sûr à la voix au droit de représentation et pouvoir de vote des représentants d'État. Idéalement, la légitimité donc, du pouvoir internationalisé va procéder de la combinaison de la légitimité des institutions internationales, de la légitimité propre des institutions nationales et d'interactions qui peuvent être vertueuses entre les institutions aux deux niveaux. Mais
la légitimité de la gouvernance internationalisée se ressent des biais que j'ai déjà évoqués dans la représentativité et la pratique des institutions internationales qui, incontestablement, donnent à certains États un pouvoir disproportionné d'influence sur d'autres États et leurs peuples. Et elle se ressent aussi d'un revers qui a été très bien exprimé, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici, très bien exprimé par Joseph Weiler. La gouvernance internationalisée aggrave la confusion de l'État et du gouvernement. Joe Weiler va jusqu'à dire qu'elle enfante un transfert monstrueux de pouvoir vers la branche exécutive au détriment des autres pouvoirs dans l'État, et donc qu'elle profite de façon disproportionnée aux intérêts qui sont les mieux représentés à l'échelon gouvernemental. Si l'on s'intéresse aux structures, enfin, il apparaît que les institutions internationales sont très mal coordonnées entre elles. Alors, premièrement, et par construction, il n'existe pas d'institution internationale qui ait un pouvoir d'agrégation, comme le dit Joe Weiler, d'intérêts sectoriels pour procéder à des arbitrages, à une hiérarchisation, à une mise en cohérence, et du coup la coordination des politiques des institutions internationales et puis la coordination des positions nationales dans les institutions internationales sont abandonnées très largement aux exécutifs nationaux. Alors tout cela fait que la légitimité des institutions internationales et des structures de gouvernance internationalisées est peu stable, en tous les cas depuis que les institutions internationales ne sont plus seulement des instruments diplomatiques. Dire cela, c'est peut-être utiliser un euphémisme. Aujourd'hui, la critique de la légitimité des institutions internationales va beaucoup plus loin. Elle est un peu présentée comme étant arrivée au point d'effondrement, finalement, de la légitimité du système. Cette dramatisation doctrinale se nourrit de l'écart entre les standards normatifs et puis les faits. Je ne sais pas s'il faut rappeler ici l'obsolescence des équilibres politico-institutionnels de l'après-guerre, l'incapacité d'institutions internationales à atteindre leurs fins, certains échecs retentissants comme celui de COVAX, le regain d'unilatéralisme étatique sous différents prétextes, la violation de principes fondateurs par les institutions internationales elles-mêmes, mais aussi par certains de leurs membres et de leurs membres bénéficiant de privilèges de représentation, les doubles standards, le manquement des institutions à leurs propres principes et un certain déséquilibre en faveur du libéralisme économique, etc. La doctrine, je crois, se nourrit aussi du sentiment d'une érosion très forte de la confiance des États, des gouvernants, des opinions publiques dans les institutions internationales prises une à une et dans le projet de gouvernance internationalisée. Or, si l'on regarde des enquêtes sociologiques, notamment celles qui sont conduites par Jonas Thalberg et ses équipes, il s'avère que la confiance publique, la confiance des élites et la confiance du grand public dans les institutions internationales et dans la gouvernance internationalisée elle-même s'établit encore à des niveaux élevés, beaucoup plus élevés que ce à quoi on pourrait s'attendre, y compris dans les élites, disons, gouvernementales nationales. Tout à l'heure, éventuellement, je projetterai quelques détails de ces études qui sont extrêmement instructives et qui probablement devraient être prises en considération dans toute discussion sur des réformes institutionnelles. Donc si l'on se tourne vers les enquêtes sociologiques, il y a matière à relativiser le péril auquel seraient confrontées les institutions internationales et le multilatéralisme dans son ensemble. Si l'on considère, ce qui est davantage le réflexe des juristes, la pratique des institutions internationales, et donc à travers elles aussi des États qui en sont membres, il s'avère que les institutions internationales ont encore des trésors de stratégies adaptatives et ont démontré leur capacité, y compris en temps de crise, à réagir
et à refédérer assez largement leurs États membres. C'est vrai pour l'Organisation mondiale de la santé au sortir, c'est beaucoup dire, mais enfin, après ou pendant même la pandémie que nous connaissons, mais c'est vrai aussi pour l'Organisation des Nations Unies vis-à-vis de la guerre en Ukraine, en dehors, bien sûr, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vais bien sûr m'appuyer sur à la fois le choc qu'ont constitué les événements qui se sont enchaînés depuis le printemps dernier, qui ont pu m'amener à tempérer un certain nombre de mes intuitions, pour ne pas parler de conviction, sur ces enquêtes sociologiques, même si elles n'ont pas de valeur prescriptive, évidemment, pour les juristes, et sur ce que l'on sait du contexte général, qui reste assez instable, pour formuler des propositions d'inspiration réformiste. Elles reposent sur l'idée que le statu quo n'est pas tenable, mais que le pire n'est pas encore certain. Alors le pire, il faut le formuler clairement. De mon point de vue, il pourrait prendre deux visages. Le repli sur le souverainisme et l'unilatéralisme, tout à fait inadapté pour protéger des intérêts communs dans une ère d'interdépendance complexe, ou bien l'enfermement des institutions internationales dans des logiques d'affrontement diplomatique, voire d'affrontement idéologique, au détriment de la réalisation de leur finalité ou de la réinterprétation de leur finalité pour corriger un certain nombre de dérives. Comment relégitimer modestement, prudemment, la gouvernance internationalisée? Dans quelle mesure? Par quelle mesure? Alors, je crois en premier lieu que la pédagogie de la coopération internationale et du multilatéralisme doit constamment être reprise. Ce sont des jeux complexes, pas toujours très lisibles, qu'il importe d'expliquer et de réexpliquer, mais en ayant bien en tête que le jeu ne peut se poursuivre que si le plus grand nombre d'États perçoivent leurs gains et estiment que les pertes sont légitimes et proportionnées aux bénéfices. Ça, c'est extrêmement important et probablement ce n'est plus garanti aujourd'hui. Les enquêtes sociologiques montrent d'ailleurs, bien sûr, des particularités nationales, voire régionales, notamment africaines, à cet égard. La pédagogie consiste probablement aussi à rappeler ce que les institutions internationales peuvent faire, compte tenu de leur mandat, compte tenu de leurs moyens. Fournir une expertise technique, favoriser la coopération entre États, recommander des mesures. C'est la fonction de l'Organisation mondiale de la santé, notamment en période de pandémie. Et ce n'est pas la même chose que de porter toute la responsabilité d'une politique de santé publique. En deuxième lieu, sans doute, les finalités même des institutions internationales doivent-elles être rediscutées, ou en tous les cas, les priorités qu'elles se sont fixées avec le temps et qui ont pu dévier assez sensiblement des finalités qui leur avaient été assignées au moment de la refondation du pacte social international en 1945. Alors dire quelles doivent être les finalités des institutions internationales, ce n'est pas nécessairement la tâche des juristes. En revanche, bien sûr, ils ont à dire sur l'architecture institutionnelle et les règles de décision qui pèsent ultimement sur l'interprétation des mandats et leur réorientation. Alors venons-en maintenant à ce qui relève davantage du domaine des juristes. Premièrement, renforcer la légitimation de la gouvernance internationalisée par le droit, ce qui passe sans doute par plusieurs mesures. La soumission des organes des institutions internationales au principe de la rule of law, à chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire en particulier quand les droits des personnes privées, les droits fondamentaux des personnes privées sont en jeu. Et cela doit s'assortir de la recherche de la responsabilité des institutions internationales, mais compte tenu, une fois encore, de leurs particularités que l'on retrouve dans leurs attributions, dans leurs fonctions, dans les pouvoirs qui leur sont impartis. C'est un premier volet. Un autre volet est constitué par le rappel inlassable des règles de droit international qui sont solidaires des objectifs poursuivis par les institutions internationales, qui
parfois sont placés sous leur sauvegarde. Et je crois qu'il faut prendre tout à fait au sérieux des actions comme celle de l'Assemblée générale des Nations unies qui parvient à condamner et réitérer la condamnation des violations les plus graves, des normes les plus fondamentales de la société internationale et de la Charte des Nations unies. À défaut de plus, la légitimité de l'institution se maintient par la délégitimation de comportements unilatéraux qui sont grossièrement illicites. Le troisième volet consiste, je crois, à renforcer la légitimité du droit dérivé et l'incitation à le respecter par l'octroi d'une marge nationale d'appréciation aux destinataires à chaque fois que c'est possible, avec sans doute en contrepartie des procédures de suivi ou de contrôle, pas nécessairement par les experts, éventuellement par les pairs. L'une ou l'autre formule peut être adaptée selon le domaine d'activité de l'institution internationale. Quant aux réformes de structure institutionnelle, maintenant. Le consentement de l'État est une source de légitimité, mais qui n'opère dans la durée que s'il se double de deux assurances. La première est celle de la représentativité de l'institution, donc de la garantie du droit de l'État d'être sinon présent, du moins bien représenté dans l'institution internationale. La pratique va aujourd'hui plutôt dans le sens de l'élargissement des consultations avant l'adoption d'actes, mais ce n'est probablement pas suffisant à la légitimation du pouvoir des institutions internationales. Il est probable que le moment du rééquilibrage de la composition des organes intergouvernementaux ne puisse plus être différé. Et ce rééquilibrage doit bénéficier aux États du Sud. Si on maintient le principe de représentation différenciée des États, le rééquilibrage peut procéder d'une redéfinition des classes d'intérêt, mais peut-être aussi d'une substitution partielle de la notion de besoin à la notion d'intérêt. Les États les plus intéressés dans un secteur d'activité ne sont pas nécessairement les plus avancés, ce peuvent être les moins avancés. On a tenté d'envisager les choses ainsi dans le cadre, par exemple, de la recherche d'un nouvel ordre économique international et peut-être cette approche pourrait-elle aujourd'hui être renouvelée. Le consentement de l'État n'opère dans la durée que s'il se double d'une autre assurance, celle de la qualité de la délibération dans les institutions internationales, du sentiment que les décisions sont équitables ou équilibrées. Alors ça passe par une motivation plus soignée des actes et des politiques préconisées, peut-être par une révision à intervalles plus réguliers, et par l'encadrement des pouvoirs de veto par tout moyen en dehors même de la révision des actes constitutifs, ou encore par l'élévation du coût politique du recours au veto. C'est ce à quoi l'Assemblée générale des Nations unies s'est attachée avec l'adoption de la résolution du 26 avril 2002 qui lui donne un mandat permanent pour tenir un débat en cas de recours au droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Toujours au rang des réformes de structure, j'évoquerai la participation de la société civile. Elle s'est imposée malgré ses biais comme une source de légitimité et il serait certainement dangereux de revenir sur cette source de légitimité, de briser le mouvement des organisations de la société civile autour des institutions internationales et des délégations nationales. Peut-être les institutions internationales gagneraient-elles à consentir de plus grands efforts pour structurer cette scène des acteurs non étatiques afin de garantir son pluralisme et une meilleure représentation, une meilleure écoute des catégories sans voix ou des most affected people que j'évoquais tout à l'heure. Les institutions internationales tiennent une partie de leur légitimité, de leur capacité à se projeter au-delà des intérêts immédiats et rivaux des États membres, et cela parce qu'elles ont une expertise indépendante, mais également parce qu'elles ne sont pas soumises à des cycles électoraux qui encouragent très fortement le court-termisme.
Alors, on pourrait imaginer d'améliorer cette capacité à se projeter dans le temps long par l'identification et la prise en compte des intérêts des générations futures, une articulation plus fine entre expertise scientifique et représentation politique, et peut-être une représentation des entités naturelles, si on considère qu'elles sont des sujets de droit, mais des sujets incapables, ou en tous les cas par une représentation ou une défense, plus exactement, de leur intégrité ou de leur équilibre, si l'on a en tête des écosystèmes protégés, qu'ils soient marins ou autres. Il me semble important de souligner que ces différentes avancées devraient être un peu déconnectées des secrétariats. Aujourd'hui, il y a tout un foisonnement d'innovations, d'initiatives, mais qui sont toujours peu ou prou rattachées aux organes administratifs intégrés de l'organisation internationale qui en tirent un surcroît de légitimité, un poids plus grand face aux organes intergouvernementaux. Mais si l'on veut avoir une structure plus lisible des institutions internationales et des différents intérêts qui s'y font entendre, il me semble qu'il serait important que l'architecture institutionnelle fasse clairement apparaître que de tels organes ne se situent pas dans la nébuleuse de l'administration ou de la bureaucratie internationale, mais bien face à côté des organes intergouvernementaux. J'avais évoqué, depuis maintenant un an ici, des agencements institutionnels transverses faisant ressortir un déséquilibre structurel en faveur des exécutifs nationaux. Il faut donc formuler, et terminer presque par là, des propositions en la matière. Alors à un moment, je me suis dit que je pourrais donner pour nom à ces propositions des structures d'apprentissage d'une parlementarisation de la gouvernance internationalisée, mais ça me paraît finalement beaucoup trop pompeux et beaucoup trop ambitieux. Disons plus modestement qu'il me semble qu'il serait possible, même dans le contexte actuel, de jouer sur la liaison entre les organes institués au niveau national et les organes institués au niveau international, tout en ménageant l'existant. Même ainsi, le sujet est très sensible. Il faut se souvenir que, par exemple, le rapport Cardozo avait été plutôt mal accueilli aux Nations Unies en 2004, dans un contexte pourtant plus favorable au discours et aux propositions sur la démocratisation des institutions internationales que le contexte actuel où le secrétaire général insiste plutôt sur l'inclusivité du multilatéralisme que sur la démocratisation. Alors néanmoins, dans les institutions qui regroupent des États, qui ont fait le choix de systèmes politiques et économiques également qui se ressemblent fort et qui reposent sur un principe de légitimité démocratique, il n'y a pas d'obstacle, je crois, à la création d'organes qui permettent à des délégations des parlements nationaux non seulement d'être informés des activités des institutions internationales et formés à ce qu'elles font, mais également d'en débattre, de formuler des vœux, de formuler des avis qui soient lisibles par le public. Je crois qu'il faut s'interroger sur la suffisance, la lisibilité, les finalités de processus qui ont déjà été initiés dans des institutions comme l'OCDE, qui sont sans doute très utiles compte tenu de la technicité de leurs attributions, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait tournés vers le contrôle démocratique sur les activités de l'institution internationale, quoi qu'elle en dise. Pour les autres institutions, celles qui ont une vocation universelle et qui rassemblent des États démocratiques et des États non démocratiques, je crois qu'il y a trois impératifs ou trois exigences fondamentales: dépasser les solutions ad hoc et les arrangements informels, sans se projeter dès maintenant vers des projets d'inspiration fédéraliste, de création d'un Parlement des Nations Unies, tout en rendant bien lisible la liaison entre les organes des différents niveaux de la gouvernance internationalisée, encore une fois, en imposant la présence d'organisations de la société civile et des parlements ou des parlementaires nationaux
non pas seulement auprès des institutions internationales, mais dans les institutions internationales. Aujourd'hui, cette liaison est assurée dans le cadre d'une coopération entre l'Union interparlementaire et l'Organisation des Nations Unies. Elle ne cesse d'être encouragée, elle est très glorifiée du côté de l'Union interparlementaire, mais il semblerait que l'examen empirique des résultats de ce partenariat ne fasse pas ressortir d'influence réelle de cette association de parlementaires à la vie de l'institution internationale. On peut donc probablement aller plus loin par l'inclusion plus systématique de parlementaires dans les délégations auprès des organes de l'organisation internationale, par la systématisation du système des auditions, donc finalement de l'audition de représentants de l'organisation internationale par des organes regroupant des délégations de parlementaires nationaux, à qui on peut imaginer de confier le pouvoir de formuler des vœux, des avis, des interpellations. De ce point de vue, du point de vue de la structuration de ces organes, je crois que l'expérience de l'Union interparlementaire pourrait être extrêmement précieuse en termes d'équilibrage des participations, d'équilibrage des pouvoirs de vote, si vote il y a. Au niveau national, là, il y a beaucoup à faire dans le cadre de contraintes qui sont simplement nationales pour renforcer le contrôle des parlements nationaux sur les positions prises par les États dans les institutions internationales, par les États à travers la voie des gouvernements, mais aussi pour que l'expertise des institutions internationales soit plus rigoureusement prise en considération. Mes deux dernières propositions vont dans le sens de la création d'organes subsidiaires communs à des institutions internationales pour améliorer la coordination entre elles, mais une coordination qui ne sera pas strictement intergouvernementale, une coordination qui passe aussi par l'interpellation de délégations de parlements nationaux ou peut-être de représentants de la société civile. Et la toute dernière de mes propositions, celle dont j'essaie de faire la promotion auprès de mes étudiants et auprès de certains collègues sans aucun succès depuis un certain nombre d'années, consiste à explorer le développement de ressources propres des institutions internationales à travers des systèmes aussi légers financièrement que possible, de taxation internationale, notamment sur l'utilisation des espaces internationalisés, afin d'affranchir les institutions internationales du chantage budgétaire des plus gros contributeurs, mais aussi de la tentation de se tourner vers le secteur privé pour obtenir des fonds qui manquent, mais qui probablement n'accroissent pas de façon spectaculaire le pouvoir d'action de la plupart des institutions internationales. Voilà donc des propositions d'inspiration réformiste, sûrement exposées au reproche d'aller vraiment beaucoup trop loin ou, à l'inverse, d'être vraiment beaucoup trop timide.